Hmm. Apparemment, des scientifiques ont prouvé que le fait de posséder un chat augmentait les chances d'être un manipulateur sadique. Ouais. Ça va, mec, tu me connais. Ouais, n'empêche que je t'ai jamais vu pleurer devant la mort de Mufasa. Pas une fois. Et comment on fait pour prouver que les proprios de chats sont pas des manipulateurs sadiques? On attend de voir s'ils refroidissent leur coloc? Ah, peut-être. Tu sais, il y en a des expériences assez folles en psychologie sociale. Encore 1000 grammes? Non, mais dans le même délire. Peut-être même un peu plus fou. Si je te dis étudiant prisonnier, ça te parle? Non, me dis pas qu'on va parler de... Si. On va vraiment aborder? Oh que oui. Non, j'ai pas. Vous l'avez, vous? Sérieux? Vous non plus? Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des mondes psychosociaux. L'épisode d'aujourd'hui traitera de l'expérience de Stanford. Elle a été réalisée par un professeur en psychologie sociale du nom de Philippe Zimbardo. Il a été dans la même université que Stanley Milgram, dont on a parlé dans la deuxième vidéo. Milgram étant lui-même l'étudiant de Salomon Asch, dont on a parlé dans la première vidéo. Ça vous en bouche un coin. Vous pensiez qu'on faisait n'importe quoi dans nos vidéos? Pas du tout. Il y a de l'harmonie dans tout ça. C'est méticuleusement organisé. Sauf quand on oublie de tourner la première scène de cette vidéo et que je me retrouve seul, la tourner dans ma chambre. Du coup, j'ai l'air un peu con. Bref, bonne vidéo. Donc Zimbardo a été contacté par l'armée américaine afin d'étudier et de comprendre les sources de conflits dans les prisons. Grossièrement résumé, il s'est demandé pourquoi est-ce que dans les prisons, les gens se tournaient vers le côté obscur de la force. Pour répondre aux questions de l'armée américaine sur les prisons, ce bon vieux Philippe a créé une fausse prison sous l'université de Stanford. Il a aussi pris des étudiants volontaires en leur donnant les rôles de gardiens et de prisonniers pour voir ce qu'il se passait. Il pensait qu'en recréant les conditions d'une vraie prison, les comportements qui en découleraient pourraient être observés et permettraient de comprendre ce qui se passe dans les vraies prisons. Alors du coup, comment qu'il a fait son affaire, le Zimbardo? D'abord, il a créé une fausse prison dans les sous-sols de l'université de Stanford. Puis, pour environ $80 par jour, il a recruté des étudiants volontaires pour participer à sa recherche, sans leur dire quel rôle ils allaient tenir. Celui de gardien ou celui de prisonnier. Shut up and take my money. Ouais, c'était à peu près ça en gros. Alors que lui jouait les rôles de superviseur de la prison, ce bon vieux Zimbardo a distribué les rôles de gardien et de prisonnier entre les 18 participants. La prison était sous vidéosurveillance afin que ce philo de Philippe puisse observer les interactions entre gardiens et prisonniers depuis une salle bien planquée. Philippe! Je sais où tu te caches! Alors arrivés, les étudiants ont tous reçu un uniforme ainsi que des chaînes et on leur a attribué un numéro qui remplacerait leur prénom jusqu'à la fin de l'expérience. Les gardiens, quant à eux, ont aussi reçu un uniforme, une matraque, j'adore ce truc, et on leur a donné des lunettes teintées qui permettaient de masquer leurs émotions. D'après Zimbardo, aucune consigne n'avait été donnée aux gardiens, mis à part le fait de maintenir l'ordre par tous les moyens, en évitant au maximum la violence physique. Les gardiens étaient ensuite libres de gérer la prison comme ils le voulaient. L'expérience devait durer 2 semaines. Le premier jour, RAS, tout s'est passé dans le calme. Tout va comme tu veux, numéro 402. Impeccable, monsieur l'agent. Très gentil à vous de demander. Y a pas de quoi, numéro 402, avec plaisir. Et va pas te faire un torticolis, hein, gare à toi. Ah, c'est vous le patron, monsieur l'agent. Passez une bonne journée. À toi aussi, numéro 402. À toi aussi. Mais après le premier jour, vous savez ce qui s'est passé? Le deuxième jour? Certes, le deuxième jour. Mais là, mes aïeux, c'est parti en live, mais sévère. D'abord, les gardiens, suite à une tentative de rébellion, ils se sont mis à être un petit peu soupolés. Persécuter les prisonniers avec des punitions abusives, des exercices physiques jusqu'à épuisement, les priver du droit de sommeil ou d'utiliser les toilettes, t'appelles ça un petit peu soubolé. Ça me rassure pas des masses. Carrément sadique. Mieux. Allez, numéro 402, 3h du mat, c'est le bon moment pour me faire une petite série de pompes là, non? Et t'inquiète pas, va, si tu m'en fais 50, je te rendrai ton pot de chambre. Enfin, pour les monter les uns contre les autres, les gardiens ont créé des différences de traitement entre les bons prisonniers et les mauvais prisonniers. Je l'attendais celle-là. Non, Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Certains avaient donc des privilèges sans raison afin de faire croire aux autres prisonniers qu'il y avait des informateurs parmi eux. De leur côté, la plupart des prisonniers ont développé des troubles psychiques ou psychosomatiques engendrés par l'anxiété due au comportement des gardiens.
Certains ont même perdu contact avec la réalité. En effet, des libérations anticipées ont été évoquées, mais il fallait pour ça renoncer à l'argent de l'expérience. Tous les prisonniers ont accepté de renoncer à l'argent pour sortir. Mais les expérimentateurs ont décidé de refuser les libérations anticipées et tous les prisonniers sont retournés en cellule sans broncher. L'argent n'était donc plus la motivation pour continuer l'expérience, ils avaient simplement tellement intégré leur rôle de prisonnier qu'ils avaient oublié qu'ils pouvaient couper à tout moment l'expérimentation. Au final, vu que ça partait en cacahuète, l'expérience a été stoppée en seulement 6 jours au lieu des 2 semaines initialement prévues. Zimbardo est arrivé à la conclusion suivante. Si on attribue un rôle à un individu et qu'on le met dans un contexte qui favorise l'expression de ce rôle, il va adopter naturellement les comportements qui l'associent à ce rôle. Ici, les rôles de gardien et de prisonnier. Ça fait beaucoup de fois le mot rôle, non ? Rôle ! Donc si je vous dis, à partir d'aujourd'hui, vous êtes gardien de prison et vous devez surveiller cette énergumène, eh bien pour Zimbardo, vous allez vous fier à votre représentation de ce qu'est un gardien de prison pour jouer votre rôle. Et ce rôle, ça peut être facilement un bon gros stéréotype. L'internalisation de ces rôles a donc conduit les étudiants gardiens à devenir des bourreaux. Avec cette expérience, Zimbardo commence à parler d'effet Lucifer. Tout individu, en fonction du contexte dans lequel il est placé, peut être amené à commettre le pire. Mais pas de panique. Pour Zimbardo, l'inverse est aussi vrai. Tout individu, en fonction du contexte dans lequel il est placé, peut devenir un héros. Cette étude vient enrichir les conclusions des expériences de Milgram et de H. Les comportements de l'être humain peuvent être clairement affectés par des variables extérieures qui échappent à son contrôle. On n'a pas été tout à fait honnête avec vous. Ce qu'on vous a raconté est vrai, ça s'est vraiment passé comme ça. Les mauvais traitements, l'arrêt anticipé de l'expérience parce que ça partait en live, mais on vous a caché pas mal d'informations. Des éléments qui auraient remis en question la validité et la fiabilité de cette expérience devenue si célèbre pour ses résultats chocs. Et ces éléments, ce bon vieux Philippe les a cachés lui aussi. Ou omis. Après avoir passé en revue l'intégralité des archives concernant l'expérience de Stanford, Thibault Le Texier sort en 2018 un livre qui vient révéler la plupart des biais expérimentaux présents dans cette étude. Les biais les plus flagrants concernent les consignes données aux étudiants. Zimbardo prétendait que les sujets n'avaient reçu aucune consigne. En réalité, selon Le Texier, les étudiants gardiens avaient reçu une après-midi de formation les informant des résultats auxquels s'attendait Zimbardo. Et ce dernier leur avait même donné les méthodes pour maintenir l'ordre. Les exercices physiques, les punitions arbitraires, les réveils répétés en pleine nuit étaient carrément calés sur les emplois du temps des gardiens. Alors, changer les piles de la télécommande. Check, rappeler la banque. Check, ah oui, réveiller numéro 402 pour la 4e fois de la nuit. Je savais qu'il manquait un truc. De plus, bien que dans l'inconscient collectif, tous les gardiens aient vrillé et soient devenus des bourreaux, en réalité, il y en a surtout un sur les 9 qui s'est montré particulièrement sadique. Et évidemment, c'est celui qui a été le plus médiatisé. Vous pouvez ajouter à ça que l'un des gardiens qui se montrait trop sympa avec les prisonniers a été convoqué dans le bureau de Zimbardo et s'est fait remonter les bretelles bien comme il faut. J'ai vraiment fait des guillemets et dit remonter les bretelles. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Par-dessus ça, on peut rajouter quoi ? Le biais idéologique. Zimbardo était opposé au système carcéral. Il avait donc tout intérêt de faire correspondre ses résultats à ce qu'il voulait démontrer, à savoir les conséquences néfastes des prisons. Il y a donc des risques que notre Fifi ait orienté l'ensemble de sa recherche pour que cela colle à ce qu'il voulait démontrer, plutôt que de laisser l'expérience se dérouler naturellement. Non, Philippe, on était bien là. L'une des conséquences du biais idéologique est le biais de transfert. Un chercheur peut projeter sur un sujet de son expérience ses propres attentes quant aux résultats souhaités. Le sujet peut alors chercher à adopter des comportements qui vont dans le sens des résultats attendus par le chercheur. Oh le lèche-pompe! Ces différents biais et arrangements avec une méthodologie carrée fragilisent la validité générale de l'expérience. La validité d'une recherche correspond au niveau de crédit qu'on peut donner aux résultats obtenus. Plus l'expérience est valide et plus ses conclusions sont considérées comme scientifiquement recevables. On peut donc plus facilement s'appuyer sur ce genre de résultats pour construire de nouvelles recherches. Un autre paramètre hyper important pour évaluer la validité d'une recherche, c'est sa fiabilité. La fiabilité est déterminée par le fait de pouvoir reproduire l'expérience en obtenant les mêmes résultats. Si c'est le cas, votre expérience est considérée comme fiable. Pour ce qui est de la fiabilité de l'expérience de Zimbardo, le problème c'est qu'elle ne peut pas être reproduite, car elle est considérée comme non éthique.
En réalité, elle a été reproduite une fois et elle n'a pas du tout donné les mêmes résultats. Contrairement à l'expérience de Milgram, qui a été reproduite des dizaines de fois et a toujours donné des résultats constants, ce qui permet de la considérer comme fiable. Mais alors cette expérience, pourquoi est-ce qu'elle reste aussi connue et aussi valide aux yeux de la plupart des gens ? D'ailleurs, il y a un nom donné à ce type d'expérience, les non-obvious research. La popularité d'une recherche dépendra de l'impact qu'elle aura sur l'estimation et les pronostics des lecteurs. En gros, plus les résultats vont à l'encontre de l'intuition des lecteurs, plus cette recherche va faire du bruit et devenir célèbre. Et oui, il y a de ça. Les résultats étaient tellement impressionnants lorsqu'ils sont sortis qu'ils ont subjugué tout le monde, et ça a très bien servi la mouvance anti-autoritaire de l'époque. Et puis il faut bien le reconnaître, ces travaux s'inscrivaient dans la droite lignée de ceux de H et de Milgram, qui venaient à l'époque remettre en question la responsabilité interne des individus, et par la même occasion appuyer la légitimité de la psychologie sociale en plein essor à l'époque. Il y a peu de temps, quelque chose a fait boum! C'est peut-être pour ça que sur 68 manuels d'initiation à la psychologie sociale parlant de l'expérience de Stanford, 42 d'entre eux n'expriment aucune réserve envers l'expérience, que ce soit en termes d'éthique ou de validité. On rigole, on se moque un peu de Zimbardo, mais ici on fait pas son procès. On veut juste vous montrer qu'il faut garder toujours un œil critique. Même sur les expériences archi-relayées, il faut observer les résultats à la lumière de la méthode qui a été utilisée pour les obtenir. La recherche n'est pas un monde aseptisé de biais cognitifs ou d'idéologie. Les chercheurs restent des humains et sont donc affectés par les mêmes effets socio-cognitifs et ressentent de la pression dans leur travail, comme pour n'importe quel autre taf. Le boulot d'un chercheur, c'est d'explorer un sujet pendant des mois afin d'obtenir des résultats qu'il puisse publier dans des revues scientifiques populaires. Si les résultats des recherches ne sont pas intéressants, ils sont alors publiés dans des revues peu connues ou pas publiés du tout. Il faut que vous imaginiez une petite poubelle où je jette résultat. Ça peut être clairement frustrant et stressant, sachant que les financements dépendent des notoriétés des chercheurs et de leurs publications. Les revues populaires comme Science et Nature vont rarement publier des recherches qui n'ont pas fonctionné, alors que celles-ci sont hyper importantes pour les recherches futures. Et oui, si vous voulez faire une recherche et que vous voyez que votre collègue a fait la même chose avant vous mais que ça n'a pas marché, vous allez éviter de refaire exactement la même, mais plutôt essayer une nouvelle méthode. Enfin, à moins que vous soyez vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Dis-moi Didier, le briquet révolutionnaire que t'as créé, il fonctionne ou pas ? Oh, et à tout ça, vous pouvez rajouter la quête incessante de nouveautés. Les revues scientifiques publient exclusivement des articles qui ont des conclusions inédites, ce qui implique de faire des recherches inédites, et donc une bonne chance d'avoir des résultats qui ne confirment pas les hypothèses, résultats qui ne seront donc pas publiés. Dans le monde de la recherche, c'est ce qu'on appelle le publish or perish, publier ou mourir pour les plus francophones d'entre vous, et ça a des conséquences catastrophiques sur la recherche. Si on suit l'étude qu'a fait Jori Tijdi, Bon, si on suit les études qu'il a fait, à propos des conséquences de la pression à la publication sur les mauvaises pratiques scientifiques dans le milieu médical, on découvre que 15% des chercheurs admettent avoir falsifié, manipulé, truqué ou inventé des résultats sur leurs 3 dernières années de travail afin d'être publiés. Que Zimbardo l'ait fait intentionnellement ou qu'il ait été emporté par son propre désir de prouver ses hypothèses, sa fameuse expérience de Stanford ne peut donc plus être considérée comme valide actuellement. Et attention, en aucun cas on est en train de dire que la prison c'est le Club Med pour les prisonniers ou les gardiens. C'est juste qu'au vu des limites en termes de validité, on peut pas être sûr que les conclusions de Zimbardo sur les prisons soient justes, alors même qu'elles le sont peut-être. Avouez que c'est dommage, non ?